Le but de cette vidéo est de présenter la technologie de ChatGPT afin que tout le monde comprenne comment cela marche. J'ai voulu présenter les progrès offerts par ChatGPT comme on raconterait une histoire pour que ce soit plus intéressant à écouter. Voici le sommaire de la vidéo. Vous trouverez comme d'habitude le timecode de chaque chapitre dans la barre d'informations. Premier chapitre, qui est OpenAI? Chapitre 2, qu'est-ce que la technologie GPT? Chapitre 3, en voyage pour ChatGPT 3. Chapitre 4, des capacités étonnantes. Chapitre 5, les problèmes de ChatGPT 3. Chapitre 6, vers ChatGPT 3.5. Chapitre 7, ChatGPT 4. Chapitre 8, et dernier chapitre, le futur des chatbots. Avertissement. Dans cette vidéo, on ne rentrera pas dans les détails techniques sans intérêt si l'on n'est pas chercheur en IA, mais nous nous attacherons aux grands principes fondateurs. De fait, certaines approximations ont dû être faites, mais cela ne dérange en rien la compréhension des mécanismes en action dans ChatGPT. Merci. Elon Musk et Sam Altman ont créé OpenAI avec d'autres investisseurs. Le but étant de créer une entreprise travaillant sur l'IA et destinée à écarter les dangers associés à cette technologie. Elon Musk injecte alors 100 millions de dollars dans l'opération avec pour but de former une dotation totale d'1 milliard de dollars. Notre objectif est de faire progresser l'intelligence numérique de la manière la plus susceptible de profiter à l'humanité dans son ensemble, sans être contraint par un besoin de générer un rendement financier. Peut-on lire sur le billet qui présente OpenAI pour la première fois. Dans cette optique, les brevets ainsi que les recherches ont été ouverts au public, dans la limite du respect de la sécurité. L'optique d'OpenAI est d'élaborer une intelligence artificielle pouvant profiter grandement et de manière sûre à l'humanité et de manière non lucrative. Mais en 2018, Musk ne croit plus au futur d'OpenAI. Il estime alors que l'entreprise a pris trop de retard face à Google. Il veut en prendre le contrôle et devenir le seul boss. Mais Altman refuse de voir Musk prendre le pouvoir, tout comme Greg Brockman, également cofondateur et désormais président de l'entreprise. Le milliardaire quitte alors le conseil d'administration. Malgré son départ, Musk devait continuer à financer et conseiller l'organisation. En 2019, OpenAI crée OpenAI LP, une entreprise à but lucratif, pour investir des milliards de dollars dans le cloud computing et de fabriquer des superordinateurs pour l'intelligence artificielle. En juillet 2019, OpenAI révélait un partenariat exclusif avec Microsoft, avec un investissement d'1 milliard de dollars de la part du géant du logiciel. Depuis, Bing inclut des capacités de ChatGPT dans son moteur. La force du groupe OpenAI repose sur son capital humain. En effet, le groupe dispose dans ses rangs d'excellents chercheurs. 9 chercheurs connus ont participé au démarrage de l'entreprise en 2016. Ces derniers jours, Elon Musk a demandé une pause dans les progrès de l'IA. Il prend peur, nous verrons pourquoi dans une autre vidéo. L'histoire de ChatGPT commence par l'invention d'un grand modèle de langage. En anglais, c'est un peu plus parlant, ça se dit Large Language Model, LLM. Donc c'est un Large Language Model de type Transformer génératif pré-entraîné. Donc en anglais, ça se dit Génératif Pre-Trained Transformer. Et c'est un système qui est basé sur un réseau neuronal profond qui est entraîné sur de nombreuses données pour faire de la prédiction de mots. Nous y reviendrons. Les transformers sont particulièrement adaptés au traitement du langage et depuis leur invention, les traducteurs automatiques de langue ont fait un bond important en performance. L'idée derrière les transformers est que l'ordre des mots est important et pour en tenir compte, les mots sont étiquetés avec leur position dans la phrase. Ensuite, le modèle se base sur le concept d'auto-attention qui attribue des liens entre les mots d'une phrase, comme par exemple, dans la phrase « Le chien était assis sur un fauteuil, qu'il était beau ». Évidemment, le dernier « il » ne fait pas référence au fauteuil, mais au chien. Le mécanisme d'auto-attention est là pour ça. Enfin, il est utilisé un mécanisme très proche qui est le mécanisme d'attention, qui consiste à mesurer à quel point deux mots de la phrase d'entrée et de la phrase traduite sont liés. Il est donc utilisé pour affiner la traduction en liant les mots à traduire aux mots traduits.
Les premiers logiciels de traduction n'utilisaient pas ce modèle, et des fautes de traduction portant sur l'ordre des mots étaient souvent présentes. Ce n'est plus le cas maintenant grâce aux Transformers. Le modèle Transformers offre une possible parallélisation de l'apprentissage car sa structure, elle aussi, est parallèle. Ceci rend possible un apprentissage sur des quantités très grandes de texte, donnant ainsi de meilleures traductions. L'histoire a donc commencé avec la version 1 de cet algorithme, GPT-1, ensuite OpenAI est passé à la version 2, puis la version 3, puis la version 3.5 et la version 4. Entre GPT-1 et GPT-2, il n'y a pas de grosses améliorations. Mais pour GPT-3, c'est différent. GPT-3 est un modèle mathématique utilisé pour prédire le mot suivant d'une phrase incomplète. Faisons un jeu que vous avez peut-être déjà fait étant jeune. Essayez de compléter le mot manquant à la fin des phrases suivantes par un mot très probable qui évidemment a du sens. Donc on commence avec la phrase « c'est un homme sans foi ni ». Il est fort possible que vous répondiez « loi ». Un homme sans foi ni loi. Essayons maintenant avec « je me gratte tout le temps, j'ai la peau qui est devenue toute ». Vous allez sûrement me répondre rouge, mais peut-être dans certains cas, vous allez pouvoir me répondre abîmé, j'ai la peau toute abîmée. Enfin, si je dis « il est entré dans la », vous pourriez me répondre la maison, la pièce, la rue, la voiture, la chambre, la cuisine, que sais-je. On constate donc que le mot suivant n'est pas un seul mot, mais un nuage de mots possibles. Certains sont plus probables que d'autres, il est par exemple moins probable que la phrase précédente soit complétée par danse, comme il est entré dans la danse. Pourtant c'est une phrase possible qui a tout son sens. Même chose avec course, comme dans il est entré dans la course. Donc si l'on prend un mot quelconque, dans un contexte il y a de nombreuses possibilités de mots suivants. Comment faire pour le deviner dans ce cas ? Alors soit nous prenons systématiquement le mot le plus probable dans le contexte, et on a une réponse tout le temps identique, qui peut être fausse d'ailleurs dans certains cas, soit au contraire on tire au sort le mot suivant, tout en respectant quand même les probabilités, et ça s'appelle sample. Ainsi, deux prédictions successives ne donneront pas forcément les mêmes résultats, mais les mots les plus probables sortiront plus souvent que les mots les plus improbables. Et donc c'est la solution qui a été choisie. Comme nous l'avons vu, la prédiction de mots tient compte d'un contexte et pas seulement d'un seul mot, celui d'avant. Le contexte est donc la phrase entière, voire plusieurs phrases précédentes. Plus le contexte est grand, plus l'IA donnera l'impression de tenir compte de tout ce que vous avez dit précédemment et de tout ce qu'elle a dit elle aussi précédemment. Ainsi, si l'on demande à l'IA de résumer un texte, la taille du contexte donne en quelque sorte la taille du texte qu'il sera possible de résumer. Plus le contexte est grand, plus l'IA est puissante. Les modèles de la famille GPT traitent des textes non pas avec des mots, mais avec des jetons qu'on appelle tokens. Ce sont des séquences de caractères courantes dans les textes. Le modèle comprend les relations statistiques entre ces jetons et excelle dans la production du jeton suivant dans une séquence de jetons. Alors, comment apprendre à GPT quels sont les mots suivants les plus probables ? La solution est simple, bien que fastidieuse et coûteuse en temps, en effort et en coût d'entraînement. GPT a été entraîné sur une masse incroyable de documents venant de livres, d'encyclopédies comme Wikipédia et de bases de données brutes, de pages web avec leurs métadonnées et leurs textes. En tout 500 millions de tokens, ce qui correspond plus ou moins à 20 à 35 milliards de phrases. On comprend aisément qu'avec un tel système, si on part d'un mot et en prédisant successivement les mots suivants, on crée des phrases et en enchaînant les phrases, on crée un paragraphe. Les textes utilisés sont de plusieurs langues, ce qui fait que le modèle est capable de comprendre, entre guillemets, et d'écrire plusieurs langues également. Comme la quantité de texte dans les différentes langues n'est pas uniforme, le modèle est plus ou moins capable suivant la langue utilisée, comme on le voit sur ce graphique. Dans les différentes versions de GPT, on a pu utiliser des réseaux de neurones artificiels de plus en plus grands, et du coup les entraîner sur plus de données. Le réseau de GPT a 117 millions de paramètres, 1,5 milliard pour GPT-2, 175 milliards pour GPT 3.5 et même on estime à 1 trillion de paramètres de la version GPT-4. Les paramètres sont, si vous voulez, des variables de configuration interne au modèle linguistique et la valeur de ces variables peut être estimée ou apprise à partir des données d'apprentissage. Les paramètres sont évidemment essentiels pour que le modèle linguistique puisse générer des prédictions correctes. GPT-1, GPT-2, GPT-3 sont donc entraînés pour prédire des mots,
mais comme GPT-3 a un cerveau neuronal bien plus grand, il a pu être entraîné sur beaucoup plus de données textuelles. Pourtant, un fait un peu mystérieux est arrivé. En créant la version GPT-3 et son gros cerveau relativement aux versions précédentes, les créateurs se sont rendus compte que cet accroissement de capacité a eu une conséquence inimaginable. GPT-3 avait des capacités nouvelles et inattendues que les versions précédentes n'avaient pas. Parmi les nouveautés, il est capable de terminer de manière cohérente le début d'un texte, qu'on appellera prompt, et de fait de construire un texte complet et intéressant. Il peut, si on lui donne des exemples de ce qui est bien et mauvais, apprendre et reproduire automatiquement les corrections. Par exemple, pour corriger l'orthographe et la grammaire d'un texte, il suffit de lui donner quelques exemples de textes avec des erreurs, et la version corrigée sans erreur, et il sait reproduire ça sur de nouveaux textes qu'on lui donnera ensuite. Évidemment, ces nouvelles possibilités ont excité la curiosité des chercheurs qui ont amplement testé ces nouvelles aptitudes. Ils ont ainsi constaté que si GPT-3 était étonnante, elle avait aussi des inconvénients rédhibitoires. Alors premièrement, elle n'est pas très performante pour suivre des instructions données par un utilisateur. Deuxièmement, elle est capable de générer des messages qui ne sont pas souhaitables, comme par exemple des messages racistes, violents, dangereux ou tout simplement désagréables. Et troisièmement, comme ce n'est qu'un oracle qui prédit, il peut faire des réponses fausses qu'on appelle des hallucinations. Ces problèmes ont été expérimentés par de nombreux systèmes à base d'IA par le passé. Les données d'entraînement, bien que très nombreuses, contiennent inévitablement tous les biais et défauts qu'on peut reprocher aux humains. Comme l'IA est entraînée à partir de ces données, ces réponses reflètent les mêmes défauts que ce que les humains écrivent sur Internet, dans les forums et dans les livres. C'est évidemment un grave problème car personne n'a envie d'interagir avec une entité malfaisante, impolie, agressive ou raciste. Ce n'est pas non plus désirable que des enfants puissent interagir avec un tel système. Un chatbot appartenant à Alphabet, la maison mère de Google, a été lancé en septembre 2022. Toutefois, il a été volontairement tenu à l'écart en raison de préoccupations similaires en matière de sécurité. À peu près à la même période, Facebook a publié un modèle de langage appelé Galactica, destiné à aider la recherche universitaire. Ce modèle a été rapidement retiré du marché après que de nombreuses personnes l'eurent critiqué pour avoir produit des résultats erronés ou biaisés en rapport évidemment avec la recherche scientifique. Concernant ce deuxième problème, les réponses indésirables, OpenAI a trouvé une solution fastidieuse mais efficace. Comme un enfant qui ferait une chose interdite, insulter, voler, mentir, tricher, il faut éduquer cet enfant en lui apprenant ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. C'est ainsi qu'est née la version GPT 3.5, par un apprentissage dirigé par les humains. Donc le premier problème, lui, c'est-à-dire suivre les consignes de l'utilisateur, a étrangement aussi à peu près la même origine et la même solution. GPT n'a pas été entraîné à suivre des consignes et à produire un contenu pour l'utilisateur et utile pour l'utilisateur, mais à prédire du texte sans autre contrainte. Donc la solution consiste également à instruire GPT de ce qui est utile, de ce qui ne l'est pas pour l'utilisateur. Les deux problèmes ont donc la même solution, c'est assez incroyable quand on y pense. Il était donc clair pour les chercheurs d'OpenAI qu'il fallait, en plus de l'entraînement sur des textes nombreux, entraîner l'IA sur des exemples de questions-réponses puisque GPT sait le faire. Ils ont donc commencé à écrire les réponses aux questions classiques que pouvaient se poser les utilisateurs de GPT. Mais comment savoir quelles sont les questions les plus classiques ? Eh bien c'est très simple, en offrant un accès gratuit à GPT, il est possible de regarder ce que les utilisateurs en font et d'en déduire des sujets et des questions fréquentes. OpenAI a donc commencé à écrire les réponses correctes à des questions les plus fréquentes, surtout lorsqu'elles étaient mal répondues par l'IA. Ainsi, 1500 questions et leurs réponses ont été créées. Comme cette tâche était fastidieuse, à ce corpus ont été ajoutés un volume important de 11 000 questions-réponses ne venant pas des utilisateurs, soit donc au total 12 500 questions. Cette méthode est appelée SFT Supervised Fine Tuning. Pour aller encore plus loin, OpenAI a alors eu une autre idée. Comme poser deux fois la même question ne donne jamais la même réponse, pourquoi ne pas utiliser cette faculté pour demander de manière répétitive une même question afin d'avoir un jeu de réponses possibles. Il ne reste plus alors qu'à demander à un humain de classer les réponses par pertinence ou par utilité. Ainsi, les questions-réponses avec leurs notes peuvent servir de données d'apprentissage afin de diriger l'IA vers des réponses plus qualitatives.
Il n'est pas nécessaire de demander à des humains de rédiger les réponses, mais juste, dans ce cas, de noter un jeu de réponses possibles. La tâche devient alors plus facile et moins coûteuse. Mais où trouver encore plus de questions ? En ouvrant l'IA à encore plus d'utilisateurs, OpenAI a récolté encore plus de questions. Il ne s'agissait alors que de noter les réponses. Cette astuce a permis de générer 33 000 questions-réponses supplémentaires. L'usage de ces questions-réponses et notes appelées Reward Model, afin de renforcer l'apprentissage de l'IA, est appelé Proximal Policy Optimization. L'ensemble de toutes ces améliorations dont nous venons de parler est appelé Instruct GPT et a permis de passer de la version entre guillemets basique de GPT-3 à l'intéressante version GPT 3.5. Le point 5 étant là pour symboliser un apprentissage plus pertinent, mais utilisant une capacité neuronale identique à GPT-3. Le dernier problème, donc les hallucinations, concernait tout de même entre 10 et 30% des réponses de ChatGPT, suivant les versions. Il ne peut être corrigé facilement. L'hallucination peut se produire lorsque le modèle génère un texte qui est sémantiquement et syntaxiquement correct, mais qui ne correspond pas à la réalité ou au sens voulu. L'hallucination peut être causée par plusieurs facteurs. Manque de diversité ou de représentativité des données d'apprentissage, ajustement excessif du modèle aux données d'apprentissage, complexité des tâches linguistiques. L'hallucination est un défi classique dans la génération de langage naturel et son atténuation un domaine de recherche actif. Une différence entre les modèles d'IA et les humains est que souvent les humains sont conscients d'inventer, alors que ce n'est pas du tout le cas des systèmes GPT. Ils ne font que rédiger finalement un texte plausible. Certains ont imaginé donc des vérificateurs de vérité basés sur un large language model qui est entraîné spécifiquement à détecter quand la réponse est un bobard. Mais le problème des hallucinations ne disparaîtra jamais complètement, surtout des systèmes d'IA conversationnels. Il peut juste être minimisé à quelques pourcents des réponses et ce serait déjà acceptable. À noter également que certains systèmes utilisent des pré-prompts, c'est-à-dire des prompts qui sont ajoutés avant ceux de l'utilisateur, qui sont cachés aussi, et qui orientent le modèle de manière à le rendre plus sympathique pour l'utilisateur. Donc a priori, ChatGPT n'utilise pas de pré-prompt, en tout cas j'ai pas réussi à trouver d'informations ni sur internet, ni en posant des questions au modèle pour savoir s'il avait un pré-prompt ou pas, mais en tout cas c'est une technique qui est possible. En fournissant une interface graphique en ligne simple et quelques renforcements supplémentaires, appelés Reinforcement Learning from Human Feedback, ou RLHF, c'est ainsi qu'est né ChatGPT 3.5. Comme l'idée de ChatGPT n'est pas seulement d'avoir un oracle à qui on peut poser des questions, mais d'avoir une vraie conversation, il fallait adapter les méthodes utilisées pour GPT 3.5, non plus seulement sur des questions-réponses, mais sur des conversations entières. Comment adapter cette méthode pour une conversation ? Ils ont utilisé simplement la même formule qu'au tout début de l'amélioration de GPT-3. Des humains créent de toutes pièces des conversations avec une IA imaginaire, ils jouent alors les deux rôles, et le résultat de cette interaction peut servir à améliorer l'IA en mode conversationnel. On imagine que ces jeux de données conversationnelles ont été coûteuses en temps et en argent à créer. On pourrait imaginer, mais ce n'est que mon imagination débordante qui le pense, qu'ils auraient pu trouver de tels jeux conversationnels à partir de vraies conversations humaines de sources diverses, mais ce n'est qu'une pure imagination de ma part. L'entraînement a permis d'avoir un chatbot bien meilleur, mais encore insuffisant. Ils ont suivi la suite de la méthode Instruct GPT, faire générer des bouts de conversation alternatifs et demander à un humain de les noter par préférence ou utilité. Vous connaissez maintenant l'histoire de ChatGPT 3.5. Comme vous l'avez vu, l'entraînement de l'IA est long, demande des ressources informatiques puissantes et la participation de nombreux humains. Le magazine Times avait fait un article qui attirait l'attention sur les petites mains de l'IA employées par OpenAI au Kenya pour moins de 2 $ de l'heure. C'est le côté sombre de cette technologie. Alors le coût d'une requête n'est pas facile à estimer, mais certains pensent que le coût est de 0,003 $ par mot généré, donc on peut imaginer environ 1 centime de dollar pour une requête moyenne de 30 mots. Si l'on imagine que ChatGPT traite 10 millions de requêtes moyennes par jour, cela fait 3 millions de $ par mois pour son fonctionnement. On estime que l'IA tourne sur 3600 serveurs NVIDIA HGX A100 à 20 000 $ chaque environ, et cela représente 30 000 A100 GPU. Après ChatGPT 3.5, ChatGPT 4 est sorti. Je l'ai testé ici.
Cette IA est bien meilleure avec une performance améliorée de 30 à 45%. On n'a pas beaucoup de détails sur les améliorations, mais il est fort à parier que le réseau neuronal est fortement amélioré en nombre de paramètres. Un réseau plus intelligent mais entraîné sur des données identiques donne des résultats parfois spectaculaires, comme ce fut le cas entre GPT-2 et GPT-3. Il est cependant fort possible que les deux leviers de la taille du réseau et du nombre de données d'apprentissage aient été utilisés dans cette version 4. Vous voyez sur ce graphique une simulation de l'évolution des paramètres entre les différents modèles de GPT. Donc vous voyez que effectivement à chaque nouvelle version, on multiplie ou démultiplie les possibilités du modèle. GPT-4 est parvenu à réussir à différents examens, dont l'examen du barreau, tout en figurant parmi les 10% meilleurs candidats. Toutefois, quelques zones d'ombre subsistent. Ce nouveau modèle, comme GPT 3.5, n'apprend pas de son expérience et peut mentir avec une confiance absolue dans ses prédictions. Selon Microsoft, le nouveau moteur de recherche Bing fonctionne déjà depuis quelques semaines sur cette dernière version de GPT. GPT-4 est dit multimodal, c'est-à-dire qu'il accepte de l'image et de l'audio en plus du texte en entrée, mais ses fonctionnalités sont réservées pour un très petit nombre d'utilisateurs. Je n'ai pas pu y avoir accès. Finalement, c'est assez simple. Si deux enfants suivent le même cours avec le même professeur et que l'un des enfants est bien plus intelligent que l'autre, les connaissances acquises ne seront pas les mêmes entre les deux enfants, le plus intelligent aura sûrement mieux profité de l'apprentissage que l'autre. Si deux enfants également intelligents et d'intelligence normale suivent deux cours différents, l'un des cours étant meilleur que l'autre, on peut imaginer aussi que celui qui aura eu le meilleur apprentissage en aura tiré plus que l'autre. Enfin, si deux enfants super intelligents suivent le même cours que précédemment, il est possible qu'ils en aient tiré plus d'enseignements que les deux enfants d'intelligence normale. Je pense qu'on touche ici à la véritable course à l'IA la plus performante, fournir un cerveau plus intelligent, ce qui suppose plus de puissance de calcul et de mémoire informatique, et fournir le meilleur entraînement à cette IA. Il se peut cependant que, comme pour GPT-3, à partir d'une certaine taille de cerveau artificiel, le bond en avant des performances de l'IA soit tel que les données d'apprentissage seront moins importantes. Le cerveau humain, après tout, n'a pas besoin de lire tous les textes disponibles sur le web et tous les livres du monde pour être ce qu'il est. Entre quelques dizaines et quelques centaines de livres feront l'affaire. Si l'on veut une IA qui en plus ait une culture gigantesque, il faudra que cette IA ingurgite tous les livres numériques disponibles. Si l'on veut qu'elle se tienne au courant de l'actualité, il faudra que cette IA soit connectée à l'internet. Enfin, une interaction avec des humains sera néanmoins toujours nécessaire afin de rendre le cerveau acceptable socialement, politesse, culture, convenance, et de générer des interactions agréables avec les humains. Comme un enfant apprend de ses parents l'intelligence émotionnelle. Donc on pourrait se demander ce qui se passerait si ce super cerveau artificiel lisait tous les livres possibles que nous avons en rayon. ChatGPT 3.5 sait déjà parler et comprendre, entre guillemets, plusieurs langues. Que pourrait faire une IA surpuissante avec une connaissance presque infinie comparée à un humain? Quelles conséquences cela aurait pour l'homme et la société? Pourquoi élire des dirigeants si une IA est non seulement aussi intelligente qu'eux, voire plus, mais connaît tout ce que l'humanité a acquis de connaissances depuis que les livres existent? Quelle sera la place de l'homme dans une telle société? À quoi occuperons-nous notre temps? Comment et de quoi vivrons-nous? L'IA d'aujourd'hui est déjà capable d'une certaine créativité. Le super cerveau pourrait-il produire de l'art mieux que les humains ne savent le faire? Cette super IA est-elle la solution au problème de la planète? Écologie, faim, inégalité. Est-ce que les solutions mises en place dans ce cadre ne vont pas transformer cette IA en autocrate digital? Quels sont les risques si ce cerveau se met à prendre le pouvoir et à s'écarter des règles sociales que nous lui aurons appris? Aurons-nous encore le pouvoir de le garder à sa place? Je vous laisse réfléchir à tout cela. Vous comprenez maintenant qu'il ne faut pas se tenir écarté de cette technologie car elle peut vite changer le monde dans un sens ou un autre, ou dans un sens puis un autre. La prochaine version de ChatGPT 5 est prévue pour la fin décembre et je crois que ce sera une vraie révolution. Nous traiterons cela dans une autre vidéo. Merci. Si cette vidéo vous plaît, lâchez un pouce bleu. Si elle vous plaît beaucoup, abonnez-vous. Si elle vous plaît vraiment beaucoup, dites-le partout.